Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de test du HomeTom HT17, un smartphone de 5,5 pouces avec des caractéristiques plutôt intéressantes pour un appareil d'un prix très modeste. Alors on attaque tout de suite par la présentation extérieure de notre téléphone. Un téléphone ici en finition dorée avec une coque arrière entièrement en plastique, amovible. Sur le côté gauche, on va trouver uniquement un léger relief qui permet une bonne prise en main. Sur le côté droit, le bouton Power On-Off, le bouton Volume plus moins, le même relief. Donc ce petit relief permet quand même d'avoir un appareil qui ne glisse pas, qui tient bien en main, et une sensation de qualité malgré le fait que la coque soit intégralement en plastique. Sur le dessus, on va avoir une prise micro USB, la prise jack 3.5, sur le dessous, le microphone. Sur la partie arrière, on va retrouver la caméra avec son LED flash, un lecteur d'empreintes digitales, ça c'est plutôt un bon point pour un appareil d'entrée de gamme, la marque HomeTom et tout en bas, la grille de haut-parleurs. Sur la face avant, 3 boutons physiques qui ne sont malheureusement pas rétroéclairés, ça sera l'un des points faibles de cet appareil. En haut, ici, le capteur photo frontal. À côté, la LED de notification. Ça, c'est plutôt bien. C'est relativement rare sur un appareil d'entrée de gamme. Donc, c'est appréciable d'avoir la LED de notification. Ce qui est important à noter, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, l'écran noir est en surépaisseur par rapport à la bordure du téléphone. Ce qui veut dire quoi? Eh bien tout simplement qu'en cas de chute, c'est votre écran qui risque de trinquer. S'il tombe sur un des coins, eh bien, vous aurez à la première chute une casse possible de votre écran. Donc veillez à le protéger. Heureusement, HomeTom a pensé à vous qui souhaitez acheter ce téléphone puisque dans la boîte est fournie une coque silicone. Donc je vous invite fortement à la mettre dès que vous recevrez le téléphone si vous souhaitez le commander. On va ouvrir notre appareil pour voir ce qu'il a un petit peu dans le ventre. Alors il y a une encoche ici dans le coin inférieur droit, mais très franchement, je ne la trouve pas très pratique. Vous voyez, c'est assez dur à ouvrir. Il faut vraiment forcer. Malgré tout, bon, on n'est pas censé ouvrir la coque du téléphone tous les 4 matins non plus. Donc voilà, c'est un petit détail qui est important à noter. Peut-être que l'encoche aurait pu être mieux positionnée. En tout cas, voilà, c'est un petit peu difficile, surtout les premières fois, lorsque ce sont les premières ouvertures, que tout est neuf, donc les agrafes tiennent particulièrement bien. Et donc voilà, c'est à prendre en considération. La coque arrière est relativement rigide, donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un bon point parce que on a vu des appareils d'entrée de gamme avec des coques très très fines et très souples. Celle-ci est quand même relativement rigide, donc ça va aider quand même un petit peu à rigidifier l'ensemble du téléphone, même si ça reste un téléphone avec une coque plastique, donc qui sera quand même relativement souple, avec les risques d'abîmer son écran si jamais il y a une torsion de l'appareil. Sous le cache, on va trouver donc la batterie, une batterie de 3000 mAh. Alors je vais vous faire la petite mise au point dessus pour que vous voyez les informations. Voilà, une batterie qui est donnée pour 3000 mAh. On n'a pas moyen de vérifier. La batterie, elle semble de dimension quand même assez grande. Elle est quand même relativement fine. Euh, pour ma part, je pense qu'elle doit faire aux alentours de un petit peu moins de 3000 mAh. On est peut-être plus sur du 2600, 2800 mAh. Voilà. Ensuite, eh bien, on va trouver ici, de part et d'autre du capteur d'empreinte digitale, deux emplacements, donc micro SIM 1, micro SIM 2, et en haut, ici, un emplacement micro SD. Donc c'est bien un téléphone qui est double micro SIM et micro SD. Petit détail qui, pour moi, a son importance, à la réception du téléphone, ici, eh bien, j'avais un petit film protecteur qui était apposé sur le lecteur d'empreinte digitale. Et ce film protecteur, pour pouvoir l'enlever, eh bien, il fallait ouvrir le capot. Voilà, puisqu'il y avait une petite languette bleue, mais la petite languette bleue, elle se trouvait sous le cache batterie. Donc ça veut dire qu'il fallait ouvrir l'appareil pour pouvoir enlever le petit film protecteur du lecteur d'empreinte digitale. Voilà, c'est intéressant à noter.
Lorsqu'on referme donc le cache batterie, eh bien l'ajustement se fait relativement bien, hein. On n'a pas de craquement. Voilà, tout ça semble plutôt bien. Donc c'est un bon point pour ce téléphone. Alors je vais vous l'allumer et vous allez pouvoir constater que HomeTom a fait une animation qui, je trouve, correspond bien à l'esprit de la marque. C'est une animation qui est simple, efficace et que je trouve assez élégante. Voilà, c'est absolument pas tape à l'œil, c'est plutôt simple et je trouve ça relativement classe, relativement efficace surtout, et je pense que ça correspond bien à l'image qu'ils veulent donner de la marque, hein. C'est une marque qui n'a pas de fioritures, on va à l'essentiel et en essayant quand même d'avoir des appareils élégants. Voilà. Alors le téléphone donc a démarré, on accède à l'écran donc principal et au menu d'applications. Voyez, donc toutes les applications, hein, sont sur l'écran principal. Vous pouvez ensuite les arranger comme vous voulez dans des dossiers. On va regarder tout de suite au niveau d'Antutu pour avoir le score de notre téléphone. Donc le HomeTom HT17 établit un score de 22 635 points. C'est un score qui est relativement modeste, hein, mais qui est assez cohérent pour ce type d'appareil. Alors on va aller voir plus en détail ce qu'il a dans le ventre. C'est donc bien un HomeTom HT17 avec une version d'Android 6.0. Le processeur, un MediaTek MT6737. On verra tout à l'heure pour la cadence du processeur, hein, parce que pour ma part j'ai un petit doute. Le processeur graphique, c'est un Mali T720. La résolution d'écran 720 par 1280, c'est donc une résolution HD, ce qui paraît cohérent pour un appareil de 5,5 pouces avec une batterie de 3000 mAh. Un écran simplement HD et pas Full HD consommera moins d'énergie. Donc voilà, ça paraît tout à fait cohérent. La caméra arrière, 13 mégapixels. Sur la partie stockage, alors là on va aborder les sujets qui fâchent un peu. Seulement 1 Go de RAM. Est-ce que ça sera suffisant? La réponse est oui pour un usage courant sans trop forcer sur l'appareil. Si vous n'êtes pas un gros consommateur de jeux et autres, et si vous pensez surtout à fermer régulièrement vos applications, ça ne vous posera pas de problème au quotidien. En revanche, si vous êtes un gros utilisateur, notamment de multitâches, là, ça sera un petit peu faible, hein, au niveau de la RAM. Pour le stockage, même chose, on est sur du 8 Go avec seulement, vous voyez, donc 4,71 Go de disponible pour installer les applications, les photos, etc. Heureusement, vous avez la possibilité d'étendre cette mémoire, hein, puisque vous pouvez l'étendre jusqu'à 32 Go au moins avec une carte micro SD. Voilà, donc c'est important à prendre en considération. Le processeur, on l'a vu, c'est un Mali MT6737, un processeur en 64 bits, un quad-core, qui est affiché ici pour une cadence à 1,3 GHz. On va aller voir les détails de ce processeur. Et là, donc, on se rend compte que bon, la mise en sommeil, vous voyez, des cœurs se fait de manière correcte, mais la cadence du processeur, donc ici la fréquence indiquée 1300 MHz, donc 1,3 GHz, et quand on va regarder pour les différents cœurs, en fait on se rend compte que la cadence maximale est seulement de 1092 MHz, ce qui correspond à 1,1 GHz et pas 1,3. Donc peut-être que certains parmi vous sont davantage experts que moi dans les processeurs et pourront nous dire si le MT6737 est bien cadencé à 1,1 GHz ou à 1,3 comme c'est affiché. Voilà, c'est un détail qui peut avoir une importance pour vous. En ce qui me concerne, je ne trouve pas que ça soit dramatique, même si c'est cadencé à 1,1 GHz. C'est suffisant pour faire tourner vos applications au quotidien sans aucun problème. Il ne devrait pas y avoir trop de latence avec ce type de processeur. Encore une fois, il ne faut pas faire du multitâche à fond, parce que sinon vous allez saturer complètement votre appareil. Alors, on continue. Donc, la densité de pixels, la résolution, on l'a déjà donnée, 720 par 1280. On a une densité de pixels de 320 dpi.
ce qui est correct sans plus, hein. Peut mieux faire au niveau densité de pixels, mais voilà, ça reste correct sans trop de problèmes. On va aller voir le multitouche. Donc, le principe, eh bien, vous posez tous vos doigts sur l'écran, voilà, comme ceci, et ensuite, vous regardez le score. Et le score, ici, est de 5. Donc, c'est un écran multipoint, mais avec seulement 5 points de contact. Il y a, pour la plupart des appareils à l'heure actuelle, vous allez trouver des écrans à 10 points, mais 5 points suffisent largement pour la plupart des applications, des jeux. Ça fonctionne sans aucun problème hein, avec 5 points. On trouve même sur des appareils entrée de gamme, des fois j'ai vu des écrans avec seulement 2 points. Où là, pour le coup, 2 points, c'est un peu juste. 5 points, c'est parfait pour un usage courant. Les caméras, donc 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. L'OS, on l'a dit, c'est du 6.0, donc Android Marshmallow. Alors, on n'a pas de NFC sur ce téléphone. Et au niveau des capteurs, on va avoir le capteur d'accélération, le gyroscope, le capteur de luminosité et le capteur de proximité. Et c'est tout, et c'est suffisant pour un appareil d'entrée de gamme. Alors, on va aller regarder au niveau des fréquences. Donc, dans le mode ingénieur, alors le mode ingénieur, on va aller voir sur la SIM 1 pour constater que vous avez toutes les fréquences en 2G. En 3G, vous avez le 900, le 2000, donc c'est parfait. Et en 4G, B1, B3, B7 et B20. Donc on a toutes les fréquences nécessaires pour la France sans aucun souci. On fait la même chose pour la SIM 2 et là on se rend compte que la SIM 2 est uniquement 2G. C'est important aussi à prendre en compte. Vous avez des appareils qui font double 4G. Ici, c'est simplement de la 2G sur la SIM 2. Donc attention lorsque vous insérez votre carte SIM à bien choisir le bon emplacement parce que si vous l'insérez dans la SIM 2, vous aurez simplement une connexion 2G et vous allez beaucoup râler. Donc insérez bien votre carte SIM dans l'emplacement SIM 1 pour avoir accès à la 3G et à la 4G. Ensuite, les IMEI. Donc pour ceux que ça intéresse, 2 IMEI en 35. On va passer à la partie GPS. Alors, le GPS, donc là, il ne démarre pas à froid hein, totalement, puisque je l'ai allumé déjà tout à l'heure. Donc, vous voyez, la détection va être relativement rapide. Et on a, vous voyez, 5 satellites. Alors, on est en intérieur, 6 satellites maintenant. On est en conditions intérieures, hein, c'est important à préciser. Sur un démarrage à froid, tout à l'heure, j'ai mis une trentaine de secondes à avoir la détection satellite. Sur un démarrage à chaud, vous voyez, en une petite dizaine de secondes, vous avez la détection satellite sans problème. Avec 6 ou 7 satellites en intérieur, ça veut dire qu'en extérieur, vous pouvez espérer en avoir une dizaine sans aucun souci et donc avoir une bonne triangulation. Voilà, donc plutôt un point positif que ce GPS. Alors, on va ouvrir Epic Citadel pour que vous ayez une petite idée donc, de la qualité de l'écran et également pouvoir voir au niveau du son. Donc je vous rapproche un petit peu l'appareil. Voilà, donc au niveau sonore, on a un haut-parleur qui n'est pas surpuissant, hein.
On a un son qui est correct sans plus. Et au niveau de la qualité de l'image, c'est pareil, hein, on a une image qui est correcte sans plus, hein, c'est pas de la grosse qualité. Vous voyez, on est autour d'une trentaine d'images par seconde. On a une qualité vidéo qui est voilà, sans plus, d'autant plus que la luminosité de l'écran, elle, n'est pas extraordinaire. Ça suffira normalement dans la plupart des conditions, mais si vous avez beaucoup vraiment de luminosité, notamment en été, quand il y a beaucoup de soleil, ben peut-être que ça sera un peu juste en extérieur. Voilà, c'est un détail à prendre en compte. Hop là, on va refermer tout ça. Alors ensuite, eh bien, on va aller voir au niveau des paramètres. Et là, on va regarder un petit peu ce qu'on trouve dans les menus. Alors, ce qui est intéressant avec Android Marshmallow, vous avez cette nouvelle option qui est le téléchargement turbo. C'est quoi le téléchargement turbo? Tout simplement, ça vous permet de télécharger sur les deux réseaux, à la fois sur le réseau GSM et sur le réseau Wi-Fi en même temps. Auparavant, les appareils téléchargeaient soit en Wi-Fi quand vous étiez connecté en Wi-Fi, soit sur le réseau GSM, donc avec vos datas dans votre forfait. Là, vous avez la possibilité pour accélérer les téléchargements d'utiliser les deux simultanément. C'est plutôt pas mal comme option. Il faudra faire attention, si vous l'activez, à ne pas consommer trop de données, évidemment, mais ça peut permettre d'accélérer fortement vos téléchargements. Si, notamment, par exemple, si vous êtes dans une zone où la réception du Wi-Fi existe, mais que le réseau Wi-Fi est assez lent, eh bien, vous pouvez rajouter en fait votre réseau GSM pour augmenter la bande passante, pour augmenter le débit en téléchargement. Voilà, donc c'est plutôt bien comme option. Ensuite, vous avez le Oknote hein, sur cet appareil, comme on trouve sur la plupart des appareils chinois, donc qui correspond à une espèce de NFC hein, pour l'échange de données entre appareils. Vous avez donc la lettre de notification. Vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver l'indicateur de batterie faible, l'indicateur de chargement et la notification, l'indicateur de notification. En ce qui concerne, alors hop, on va descendre. Voilà, donc les choses un petit peu particulières sur ce modèle. Vous allez trouver donc ce qu'ils appellent téléphonie motion. Donc c'est les gestes, les mouvements liés à la téléphonie. C'est-à-dire par exemple, vous avez votre téléphone qui est comme ça, il sonne, vous le retournez, il va se mettre en silencieux. Vous voyez, ça c'est une possibilité. Là, vous avez différentes options possibles sur ce modèle. Même chose au niveau donc system motion, donc pareil, les mouvements liés au système. Alors là, vous avez, si vous donc si vous baissez, on va le faire tout de suite, hein. Donc j'active cette fonction, vous mettez 3 doigts sur votre écran et vous les baissez et vous avez une capture d'écran. Voyez, c'est plutôt bien ça comme option, d'autant plus qu'elle vous permet d'activer la caméra. Donc pareil, avec 3 doigts vers le haut, vous avez directement l'appareil photo. Ça, c'est quand même plutôt pratique, ça vous fait gagner du temps et ça vous évite de chercher dans les menus, de ne pas savoir où se trouve votre bouton pour démarrer la caméra. Et bien là, vous l'avez en instantané. Pareil ici, donc avec deux doigts, on peut ajuster le volume et ici, avec un double tap, on peut verrouiller l'appareil, donc un double tap sur le bouton Home qui se trouve en bas. Moi, je l'active jamais hein, cette fonction-là parce que j'ai pour habitude, quand je veux revenir dans les menus, d'appuyer plusieurs fois sur le bouton Home et donc à chaque fois, ça me verrouillerait l'écran, donc c'est pas très pratique. Voilà, au niveau on a aussi bon, tout ce qui est gesture hein, que vous devez connaître si vous connaissez déjà Android. Si vous ne connaissez pas, eh bien, en activant ces fonctions-là, vous avez différentes possibilités lorsque l'écran est éteint pour rallumer en ouvrant directement des applications. Alors là, vous avez la possibilité de le faire soit par des mouvements sur l'écran, haut, bas, gauche, droite, ou alors en dessinant des lettres. Voilà, donc ça vous offre deux options différentes hein, pour activer certaines applications, certaines fonctions. Donc ça, c'est plutôt bien hein, d'avoir ce type d'application, même si personnellement, je ne les utilise pas. En revanche, les system motion, ça peut vraiment servir.
D'ailleurs, je vais penser à le désactiver. Voilà, tant que j'y suis. Voilà. En ce qui concerne la partie photo, et bien justement, on va regarder un petit peu ce que notre appareil peut produire en qualité photo. Donc là, on fait la mise au point sans flash. On va faire la même mise au point avec flash. Voilà. Et on va voir un petit peu le résultat. Alors, résultat, eh bien, vous avez, vous voyez, une image avec le flash qui est correcte sans plus. Si on va voir au niveau donc du personnage, vous voyez que c'est très pixelisé. Alors on est en condition de luminosité faible, hein, mais voilà, la qualité est pas extraordinaire avec le flash. Et alors si on prend sans le flash, et ben finalement ça revient à peu près au même, hein. Bon, j'ai un éclairage qui est directement, vous voyez, qui est directement sur le personnage, donc ça remplace un petit peu le flash. Mais bon voilà, la qualité photo, franchement, n'est pas extraordinaire du tout. Ça sera peut-être un point faible sur ce modèle. Voilà donc pour la présentation de ce HomeTom HT17. Alors, en ce qui me concerne, il me laisse une opinion plutôt positive, une bonne sensation de qualité au niveau de la prise en main, un appareil qui n'est pas trop lourd, avec une batterie correcte, hein, 3000 mAh, un écran de qualité. Alors, c'est pas le meilleur écran du monde, mais il est tout à fait correct au niveau de l'affichage. On a une version 6.0 d'Android. On a une caméra qui, même si elle ne prend pas des photos extraordinaires en intérieur, prendra des photos correctes en extérieur. Le GPS marche bien. C'est un appareil qui est relativement fluide, hein, dans son utilisation. Il a tout ce qu'il faut. Euh, Petit point négatif, le fait que les boutons soient pas rétroéclairés. Il a la lettre de notification. Donc pour moi, c'est un appareil qui est correct, hein, au niveau de son fonctionnement, au niveau de ses composants. Et ce qui est important à noter, et là vraiment je vais insister dessus, c'est un appareil qui se vend, tenez-vous bien, entre 60 et 70 euros. Donc ça veut dire que pour entre 60 et 70 euros, vous avez un appareil qui est 4G, full 4G, avec un écran HD, avec 1 Go de RAM et 8 Go de ROM, peut-être, c'est peut-être un peu léger si vous êtes un gros utilisateur, mais si vous êtes un utilisateur moyen, c'est tout à fait suffisant pour installer vos applications, pour jouer, pour aller sur Internet. Voilà, c'est un appareil qui est complet, qui vous offre tout ce qu'il faut et pour un prix qui est vraiment extrêmement bas. Voilà, donc pour moi, c'est un coup de cœur dans les appareils premier prix. Je pense qu'à l'heure actuelle, on peut difficilement trouver mieux que ce HomeTom HT17 si on veut un appareil 4G avec tout ce qu'il faut et pour mettre le moins cher possible. Et bien franchement, je vous le conseille. Qui plus est, il est fourni avec la coque silicone, donc il n'y a vraiment pas grand chose à redire sur ce téléphone. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.